Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette première vidéo, je souhaitais commencer très fort par une légende du football, Diego Maradona. Le 25 novembre 2020, les chaînes d'information du monde entier avaient relayé l'annonce de sa disparition. Je me rappelle que ce jour-là, des milliers d'Argentins étaient sortis dans les rues pour lui rendre un dernier hommage, ce que j'avais trouvé incroyablement beau et très émouvant. L'émotion montait encore d'un cran lorsque les journalistes sportifs, stars d'un soir, nous racontaient leurs plus belles anecdotes sur le numéro 10 argentin. Alors en tant que passionné de football, j'ai voulu me renseigner encore plus sur ce joueur génial et rendre moi aussi un hommage envers celui que je considère comme le joueur ayant le plus marqué l'histoire du football. Les années 90 représentent une période de grands changements pour le monde entier. C'est la fin de l'Union soviétique, la Yougoslavie commence à éclater, l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est se rassemblent en un seul pays. Étant enfant à cette époque, mes préoccupations étaient plus simples. Regarder les 2 minutes de sport au journal de France 3 et aller jouer au foot dans la cour de récré. Puis revenir à la maison pour regarder les matchs de la Coupe du Monde 98. 2 matchs en particulier, Argentine-Angleterre avec ce but de Michael Owen et Pays-Bas-Argentine avec ce but de Bergkamp, super classe, à la dernière minute. Cependant, l'Argentine en elle-même ne marque pas les esprits, mais on retient ses grands joueurs tels que Batistuta, Verón ou Ayala. Batistuta et Verón, 2 Argentins du championnat italien, à l'époque le championnat le plus dur du monde. Une situation qui date des années 80. Ainsi, de 1980 à 1990, 5 finales sur 11 furent jouées par un club italien, et 3 d'entre elles furent gagnées par la Juventus et le Milan AC. De plus, les stars du monde entier étaient présentes. Platini à la Juventus, Rummenigge à l'Inter Milan, et les Brésiliens Zico, Socrates et Falcao. Alors évidemment, lorsque vous êtes un club du milieu de tableau comme Naples, espérer le titre, c'est espérer un miracle. C'est ce qu'aurait pu se dire le président du club de Naples, Corrado Ferlaino. Mais ces décisions vont modifier la destinée de son club, et pour cela il commence par regarder de l'autre côté de la Méditerranée. En Espagne, un certain numéro 10 captive toutes les attentions, et ce n'est pas sans raison. Après le départ de leur légende, Johan Cruyff, en 1978, les Barcelonais espèrent retrouver un nouveau Messi, pour à nouveau les guider vers la victoire, eux qui attendent depuis 10 ans, depuis 1974, un nouveau titre en Liga. En 1980, Josep Luis Núñez, président du club depuis alors 2 ans, et créateur de la fameuse Masia barcelonaise, tente de recruter une première fois Diego Maradona. Un pré-contrat est signé mais le régime argentin s'y oppose. Tout comme le roi Pelé en son temps, les militaires au pouvoir ne souhaitent pas voir partir celui qu'ils considèrent comme un trésor national. Une dictature qui prendra fin 2 ans plus tard, suite à la guerre des îles Malouines perdue par l'Argentine face au Royaume-Uni. En 1982, Diego Maradona signe enfin au FC Barcelone. Le journal Marca parle alors d'un montant de 829 millions de pesetas, l'équivalent de plus de 7 millions de dollars, un record mondial à l'époque. Il devient également le plus haut salaire du club, devant la star Bernd Schuster avec un contrat de 500 000 $ par mois. Des chiffres
énormes et qui font beaucoup parler dans une Espagne alors en pleine crise économique. Elle se demande aussi s'il était justifié de payer autant pour un joueur qui vient de rater son dernier mondial, celui de 82, organisé justement sur le sol espagnol. En effet, l'Argentine, tenante du titre et favorite au début de la compétition, sera finalement éliminée au second tour, avec en guise de fin, Maradona, expulsé pour un mauvais geste. Les premiers mois passés en Catalogne sont donc contrastés. Malgré ses exploits sur le terrain, il ne ressent pas au Camp Nou la même ferveur qu'en Argentine. De plus, ses relations avec ses dirigeants se dégradent et son entraîneur se voit même obligé à décaler l'entraînement du matin pour lui permettre de récupérer de ses nuits passées à faire la fête. En décembre de la même année, Maradona se voit carrément diagnostiquer une hépatite qui va le mettre sur la touche pendant 3 mois et qui fait alors beaucoup parler. Pire encore, c'est à Barcelone que Diego commence à toucher à la drogue et notamment à la cocaïne. Pourquoi n'a-t-il donc pas pu arrêter ce qui finira par lui causer la mort ? L'ancien psychiatre Claude Olivenstein, spécialiste des addictions, avait souligné dans un article les propriétés excitantes et défatigantes de la cocaïne. Le consommateur parvient alors à un état d'euphorie, doublé d'un sentiment de toute puissance et d'invulnérabilité. En résumé, la cocaïne agit au tout début comme un produit dopant, aussi bien pour le corps que pour l'esprit. Malgré toutes ces péripéties, l'Argentin finit enfin par sortir de sa convalescence. Entre-temps, un nouvel entraîneur est arrivé, il s'agit de César Luis Menotti, l'ancien sélectionneur de l'Argentine. Avec lui, Maradona impressionne à nouveau en inscrivant 11 buts en 18 matchs, comme si rien ne s'était jamais passé. Cependant, le Barça est déjà très loin de la première place, il se rattrapera en battant 2 fois le Real Madrid, en Coupe du Roi et en Coupe de la Ligue. De maigres consolations, mais qui laissent espérer que la saison suivante sera la bonne pour enfin devenir champion. Cette saison cependant, les défenseurs adverses vont le prendre en chasse. Dans une Liga réputée alors pour sa violence, Maradona est sans cesse victime de tacles assassins. Le coup de grâce survient dès la 4e journée de championnat, le 24 septembre face à Bilbao. Le Barça mène déjà 3-0 et Goicoechea fonce détruire la cheville de Maradona. Le résultat, fracture de la cheville et ligament arraché. Mais le soutien de sa famille et sa détermination vont faire des miracles. 3 mois après son retour, il rejoue et marque même par 2 fois contre Séville le 8 janvier 84. En dépit de son retour, le Barça ne finit que 3e, derrière le Real Madrid et Bilbao, le nouveau champion. Son entraîneur de l'époque confie alors que le jeu de Diego a évolué depuis son opération. Sa cheville ayant perdu en souplesse, il est devenu moins provocateur balle au pied. Son préparateur physique, qui l'a aidé à revenir, ajoute que la cheville de Maradona était devenue plus raide. Il ne bougeait plus de la même manière. Sa gestuelle a donc évolué pour s'adapter à cette nouvelle situation. Mais la saison n'est pas encore terminée, reste encore à jouer la finale de la Coupe du Roi contre Bilbao, le champion. Bilbao remporte cette finale 1-0, mais surtout une bagarre générale éclate à la toute fin du match. Une scène de chaos dont les gens parlent encore aujourd'hui et qui vaudra à Diego 3 mois de suspension. Cette finale perdue sera le dernier match de Maradona au Barça. Son comportement sur et en dehors du terrain aura finalement exaspéré son entraîneur et son président qui finissent par le transférer en Italie au club du Napoli. Merci à vous d'avoir regardé ce premier épisode consacré à la légende du football, Diego Maradona. Et ce n'est pas fini, le 2e chapitre arrive bientôt et il vous montrera les plus grands exploits de l'Argentin dans le championnat italien, le championnat où l'Argentin a construit sa légende. Pour ne pas le manquer, cliquez sur la cloche comme si vous vouliez taper un coup franc et tapez aussi sur le bouton like pour montrer que vous avez aimé la vidéo. En attendant de se retrouver, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une excellente journée.